Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Entretien ce mardi entre le vice-président de la République et l'ambassadrice du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord. Au cœur des échanges, la délocalisation de l'ambassade et la volonté de la diplomate de renforcer les liens avec la Côte d'Ivoire. Bien se nourrir durant le ramadan, quelles sont les précautions à prendre, en particulier lorsqu'on est diabétique? Équilibre et vigilance sont de mise, vous le verrez. Et puis au Niger, est-ce la fin de la coopération militaire avec les États-Unis? Le pouvoir de Niamey a dénoncé avec effet immédiat l'accord de 2012 relatif à leur présence sur le territoire nigérien. Le vice-président Thiemoko Melier-Kone a rencontré l'ambassadrice du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord à son cabinet. Ils ont discuté de divers sujets ce mardi, notamment la délocalisation de l'ambassade vers un site plus grand. Les détails de Pierre Dimomélin et de Tanguy Conan. L'ambassade du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord quitte Cocody Ambassade pour s'installer aux environs du Sofitel Hôtel Ivoire. Cette délocalisation répond au besoin d'agrandir l'effectif du personnel. L'ambassadeur Catherine Broker, chef de cette représentation, est venue le signifier au vice-président Thiemoko Melier-Kone. Elle a aussi indiqué l'intérêt des investisseurs britanniques pour la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de déménagement récent de l'ambassade du Royaume-Uni au nouveau bureau et l'augmentation de notre équipe avec une plus grande équipe sur le domaine des affaires et du commerce. Et nous avons parlé comment le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire peuvent augmenter ce lien dans le secteur privé surtout, mais aussi des projets publics. Je suis heureuse de dire qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la part des investisseurs britanniques et des entreprises britanniques ici en Côte d'Ivoire. Catherine Broker est en Côte d'Ivoire depuis mars 2021. Travaillant à renforcer les liens de coopération avec la Côte d'Ivoire, elle s'est engagée à développer la collaboration des investisseurs britanniques avec le secteur privé ivoirien. Comme le veut la tradition, tous les acteurs de la police nationale étaient à Yamoussoukro, capitale politique, pour dresser le bilan de l'année écoulée et aussi définir les nouvelles stratégies de prévention et de répression de la criminalité. Une année 2023 qui s'est avérée positive avec au nombre des actions la sécurisation de la canne en Côte d'Ivoire. Les précisions de Nadja Edja dans cet élément. La sécurisation des frontières, le renforcement des capacités des personnels, l'accentuation de la proximité avec les populations et l'organisation réussie de la 34e édition de la Cannes sont à noter en nombre des activités menées par la police nationale en 2023. Ces opérations ont permis de démanteler de nombreux réseaux criminels, de saisir d'importantes quantités d'armes à feu et de maintenir à un niveau raisonnable l'indice de sécurité. Dans la même veine, les services de police ont relevé, avec professionnalisme, plusieurs défis sécuritaires majeurs, à savoir la sécurisation réussie des élections régionales et municipales, la sécurisation des fêtes de fin d'année, la sécurisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les organismes de coopération, cet atelier permet de mieux orienter leurs interventions, à l'instar du projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale. Les résultats clés découlant de cet appui ont permis notamment d'amorcer le processus d'institutionnalisation de la formation continue, à travers la formulation, la validation et la signature de textes permettant d'instaurer la formation continue obligatoire pour les fonctionnaires de police, et donc d'aligner la gestion des compétences sur les standards internationaux. Le représentant du ministre de tutelle a pour sa part rappelé la dernière mesure prise en faveur de la police nationale. Le décret instituant le poste d'attaché de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Il s'agit là d'une dynamique d'action à saluer, à encourager et à accompagner, car s'inscrivant résolument dans la modernisation de la police nationale. Les recommandations de cet atelier seront transmises au ministère de l'Intérieur, qui les prendra en compte pour définir des stratégies pour la sécurité nationale.
Et le CNDH qui veut arriver à une meilleure inclusion des jeunes dans les partis politiques. À cet effet, le Conseil a organisé une rencontre ce mardi avec cette frange de la population qui représente plus de 75% de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Nadja Eidja et de Fulgence Kisielo. Promouvoir l'inclusion des jeunes au sein des partis politiques et favoriser leur implication dans les prises de décision. C'est l'objectif de cette rencontre initiée par le Conseil national des droits de l'homme. Nous allons mettre en place un programme de formation avec des partenaires pour former les jeunes sur l'idéologie de leur parti, pourquoi adhérer à un parti, comment montrer mon engagement maximal dans mon parti politique. Une rencontre qui a réuni en plus des jeunes et acteurs de la société civile, des leaders politiques. Ce qui manque ici, c'est la formation. Quand on écoute les jeunes, globalement, on se rend compte qu'ils ne savent pas grand-chose de ce dont ils parlent. Et donc, ils s'engagent comme ça sans savoir les valeurs même qui incarnent les partis dans lesquels ils veulent aller. Les partis politiques doivent pouvoir accepter qu'il n'y a pas d'avenir sans la jeunesse. Donc, il faut les intégrer et non pas leur donner des rôles subalternes de montage de bâches, ou bien de mobilisation pour faire les enrôlements ou bien pour aller être dans les bureaux de vote pour surveiller l'élection. Les partis doivent construire une dynamique qui permette aux jeunes de participer à l'interne au débat et à occuper des postes de responsabilité qui démontrent que les partis veulent que les jeunes à terme prennent la place. Nous travaillons à renforcer les partis politiques pour qu'il y ait plus de jeunes dans les instances de prise de décision parce que ce sont des forces de proposition. Nous souhaitons que la jeunesse ne soit pas seulement utilisée à des tâches subalternes, mais plutôt à proposer des idées, à faire gagner leur parti politique. Ils ont salué cette formation qui replace le jeune au cœur de l'action politique. Cette initiative du CNDH, qui se tient dans les différentes communes d'Abidjan, va être dupliquée dans les villes de l'intérieur du pays afin de prendre en compte l'ensemble des jeunes du pays. Dans la commune d'Adjamé, un tas d'immondices près d'une école primaire obstruait un ouvrage d'assainissement et provoquait des inondations lors des pluies. Il a été dégagé par les services du district d'Abidjan lors d'une visite impromptue du ministre-gouverneur et du maire d'Adjamé, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. La pluie de cet après-midi n'a causé aucune nuisance ici dans ce quartier d'Adjamé, généralement en proie aux inondations. Les immondices qui obstruaient l'ouvrage d'assainissement et les canaux de ruissellement ont été libérés sous la supervision du ministre-gouverneur qui menait une visite avec le maire d'Adjamé. Pneus, carcasses de voitures, matières plastiques, des déchets de toutes sortes causés essentiellement par l'incivisme étaient source de maladies pour les riverains et les écoliers de l'école primaire voisine qui étaient régulièrement perturbés par les inondations. Avant, ici, c'était quelque chose qui était très grave, parce que c'était trop sale. Donc, quand M. Bakongo est venu dégager, donc on a la paix. C'est un truc qui est bon pour la santé, c'est bon pour les élèves, c'est bon pour nous aussi. C'est un bon travail quand même. Ça a rendu le coin propre, mais ce que nous gêne, le fait qu'on n'a pas de coin à se débrouiller. Parce que c'est ici on se débrouille un peu, mais ils ont cassé tout. On n'a pas de coin à garer les voitures pour travailler, mais tu vois quand même, on vient garer les voitures ici pour travailler. Souvent les policiers viennent nous déranger, dégager les voitures, on ne sait même pas où on va garer pour travailler. Cette visite surprise de terrain du ministre-gouverneur n'est pas la dernière. Plusieurs sites critiques ayant besoin d'un traitement urgent pourraient recevoir la délégation de Cissé Bakongo, accompagnée des bulldozers et pelleteuses pour faire le ménage et éviter d'éventuels drames à l'approche de la grande saison des pluies, annoncée les semaines à venir. Et puis on s'interroge dans ce journal sur l'alimentation et la santé durant cette période de Ramadan. Comment bien se nourrir lorsqu'on jeûne, quelles précautions prendre aussi lorsqu'on est diabétique notamment. Eh bien un expert nous répond dans ce reportage de Salif Yalekoué et de Zécré Joseph. Les musulmans observent depuis lundi dernier en Côte d'Ivoire le jeûne du Ramadan. Il s'agit essentiellement de s'abstenir de manger, de boire et d'éviter tout rapport sexuel, de l'aube au coucher du soleil. Une période où les habitudes alimentaires changent, d'où la nécessité de prendre des mesures, selon ce nutritionniste. Au risque d'être fainéant pendant le Ramadan, il faut bien manger. Il faut bien manger au début du jeûne, comme on le dit le saoud. Raison pour laquelle on conseille que le saoud soit riche en protéines. C'est tout le lot qu'on appelle poisson, poulet, viande.
les œufs. Ça, c'est le groupe de protéines qui sont accessibles chez nous. Quand on prend les féculents, chez nous, il y a la tchéké qui est à la base du manioc, il y a le riz, il y a l'igname. Voici des choses qui sont importantes dans la composition du sao. Il faut bien s'hydrater, surtout l'hydratation. Il ne faut pas oublier l'hydratation. Normalement, c'est qu'un conseil sur le plan nutritionnel. Avant de commencer la nourriture, qu'on prend le plus souvent à 4 heures, à 5 heures moins, il faut bien s'hydrater d'abord. Ça veut dire boire assez d'eau. C'est qu'un conseil sur le plan nutritionnel et diététique. Il faut faire la rupture avec quelque chose de chaud. Et après, on peut prendre ce qui est consistant après maintenant. Mais sans oublier les fruits. En ce qui concerne les patients diabétiques, la rigueur est de mise. Lorsqu'on est patient diabétique, on n'a que l'insuline, surtout les diabétiques de type 1. On ne vous conseille pas du tout le jeûne, puisque vous avez l'injection 3 fois par jour ou 2 fois par jour. La plupart des patients diabétiques qui ont des comprimés, qu'on appelle des cachets, eux, on peut autoriser à jeûner. Et là, les précautions à prendre chez ces patients en termes de rupture de fruits, il ne faut pas faire de mélange de fruits. Il faut faire très attention. Si on décide de prendre l'orange, on prend que l'orange. On évite au maximum les boissons sucrées. Voilà. On préfère les fruits que les jus de fruits pour les patients diabétiques. Il faut éviter l'excès. Ce jeûne dure 29 à 30 jours, selon l'observation du croissant lunaire, et est suivi de la fête de l'Aïd el-Fitr. Et toujours au sujet du jeûne observé depuis quelques jours par les fidèles musulmans, y a-t-il des personnes dispensées de jeûne? Quelles sont les alternatives pour ceux qui ne peuvent pas jeûner pour diverses raisons? Les éléments de réponse de Salif Yalekoué et de Zécré Joseph. Nous sommes de plein pied dans le Ramadan, le mois par excellence de jeûne des musulmans. Un jeûne qui nécessite de bonnes conditions de santé. Dieu a fait une exception pour le cas des malades et des voyageurs. Et des femmes qui sont mariées doivent avoir la safari. Quant aux voyageurs ou bien celui qui est malade, et ils ne sont pas concernés par le jeûne, mais ils doivent rembourser le jeûne après le mois de Ramadan. On a également les femmes enceintes. Il y a également la femme qui allaite. Et nous avons également les vieillards. Voilà, la vieillesse, c'est une maladie, mais qui n'a pas de guérison. Eux, ils ne gênent pas et ils font la compensation qui est 1 kg de riz. Voilà, ou bien ils donnent l'équivalent. Ça peut se donner chaque jour, ou bien ça peut se donner avant le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, à la fin du mois de Ramadan. Et également la femme qui est indisposée. Voilà, la femme qui est indisposée, elle ne gêne pas, mais après le mois de Ramadan, elle doit rembourser le jeûne. La femme également qui a vu ses louchis, voilà, qui vient d'accoucher, elle également ne gêne pas, mais après le mois de Ramadan, elle doit faire la compensation. Pour des cas de personnes qui exercent des métiers difficiles, le guide religieux fait des précisions. Chacun se connaît mieux. C'est la personne elle-même qui va faire un examen de conscience pour voir est-ce qu'elle peut tenir le jeûne avec les travaux difficiles qu'elle pratique. Si elle n'arrive pas à tenir, voilà, tels que ceux qui sont dans les travaux souvent difficiles, pénibles, intenses, ceux-là, si c'est compliqué, ça peut avoir un impact négatif sur sa santé ou bien sur sa survie. Ces personnes-là peuvent en tout cas ne pas jeûner et rattraper le jeûne après le mois de Ramadan. Ce jeûne est marqué par de nombreuses prières et des actions de solidarité en faveur des couches vulnérables. Dans le reste de l'actualité, la baie de Biétry entre Koumassi et Port-Bouët était récemment le théâtre d'une forte mortalité de poissons. Selon les enquêtes du CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, cette situation a été causée par un déficit d'oxygène dû à une pollution intense de la lagune. Afin de préserver l'écosystème, un atelier de réflexion a été organisé avec tous les acteurs concernés, comme nous le montre à l'image Mardoché Kwasi et Kimo Eric. Il s'agit, à travers cette rencontre de réflexion, de mettre en place un cadre de concertation État-secteur privé afin de coordonner les efforts consentis pour la dépollution et l'entretien de la lagune ébriée à Abidjan. Pour cela, il va falloir, entre autres, selon les organisateurs, identifier les entreprises exploitantes du plan d'eau lagunaire à Abidjan et les structures compétentes, disposer d'informations sur les moyens mis en œuvre pour ce travail de dépollution et d'entretien du plan d'eau lagunaire, réorienter les politiques de gestion des questions de dépollution et d'entretien de la lagune et définir un cadre de concertation nationale, État, secteur privé, pour accompagner cette activité. Le sujet qui nous réunit ce jour est bel et bien
la pollution dans la lagune ébriée qui révèle un grand enjeu eu égard aux impacts sanitaires importants, écologiques et économiques qu'elle représente sur la ville d'Abidjan. Plusieurs études ont été réalisées sur cette pollution, sans toutefois que les résultats aient fait l'objet de partage entre tous les acteurs. Ce cadre de concertation se veut donc être le lieu de réflexion et d'échange sur les résultats d'études menées afin d'élaborer une stratégie commune de dépollution et d'entretien de la lagune ébriée. Une initiative soutenue par le ministère en charge de l'Environnement qui a indiqué attendre beaucoup de cette rencontre des réflexions dont les résultats permettront certainement d'offrir aux Abidjanais une lagune plus saine. Certainement que du fruit de vos réflexions, du fruit de vos travaux, nous aurons des recommandations fortes pour que la lagune soit complètement dépolluée, soit complètement rendue dans son état initial presque. Cela est possible. Et le temps est favorable pour qu'on puisse mettre à profit toute l'expertise dont nous disposons, que tous ceux qui ont travaillé sur ces questions depuis des années reprennent courage et se disent que c'est le temps maintenant. Plusieurs communications, panels et échanges ont meublé cette rencontre qui fait suite à une réunion préparatoire qui a permis de faire l'état des lieux de la pollution du plan d'eau lagunaire et de mener des réflexions sur les stratégies de dépollution. À l'étranger, au Niger, est-ce la fin de la coopération militaire avec les États-Unis? Le pouvoir de Niamey a dénoncé avec effet immédiat l'accord de 2012 relatif à leur présence sur le territoire nigérien. On fait le point avec Pierre Dipomela. Samedi soir, le colonel Amadou Abdraman, porte-parole du régime, a indiqué que le gouvernement nigérien prenait en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, avait décidé en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire du Niger. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, Amadou Abdraman précise que la présence militaire américaine est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Selon Niamey, cet accord injuste a été imposé unilatéralement par les États-Unis via une simple note verbale le 6 juillet 2012. Après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, Washington a suspendu sa coopération avec le Niger. Mais les États-Unis comptent quelques 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez, dans le nord du Niger. En décembre, ils s'étaient même dit prêts à reprendre cette coopération sous conditions. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.